Eh bien, on va pouvoir commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire de rentrée de patrimoine nucléaire et climat. Un webinaire qui a pris un tout petit peu plus de temps que d'habitude à organiser en raison d'une rentrée politique administrative un peu chargée. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le commissaire à l'énergie atomique Vincent Berger. Monsieur le commissaire, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Et je vais vous demander de commencer par vous présenter sur votre parcours, ce qui vous a amené à devenir haut commissaire, nous parler un petit peu de cette fonction, nous faire peut-être même un peu la genèse de cette fonction et les évolutions qu'elle a eues durant sa vie politique et administrative. Donc Vincent Berger, haut commissaire à l'énergie atomique, je suis physicien d'origine, j'ai été président d'université, j'ai travaillé d'abord à Thales pendant une quinzaine d'années, ensuite j'ai rejoint l'université, président d'université, puis j'ai été conseiller de François Hollande pour l'enseignement supérieur et la recherche, puis l'éducation. Ensuite, j'ai été directeur de la recherche fondamentale du CEA, puis j'ai rejoint la Cour des comptes avant d'être nommé haut commissaire à l'énergie atomique en septembre 2023. Donc la fonction, effectivement, a un petit peu changé ces dernières années, puisqu'auparavant, le haut commissaire à l'énergie atomique était placé auprès de l'administrateur général du CEA. Et après la relance du nucléaire voulue par Emmanuel Macron en 2022, le haut commissaire à l'énergie atomique a été placé sous l'autorité du Premier ministre, c'est ce que dit l'article de loi. Et ma mission essentielle, c'est le conseil scientifique et technique au gouvernement, dans le domaine du nucléaire, mais aussi dans certains domaines de la défense. D'accord. Alors, il y a d'autres choses, comme par exemple donner un avis sur la programmation pluriannuelle de l'énergie ou sur les lois de programmation de l'énergie, et aussi des fonctions liées au contrôle gouvernemental de certaines applications militaires, je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord. Parce que pour bien que nos auditeurs comprennent, en fait, vous êtes aussi également rattaché à une coordination interministérielle du côté des services des premiers ministres. Alors, administrativement, je suis rattaché au secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale, le SGDSN. D'accord. Qui est donc l'un des services du Premier ministre. Parfait. Absolument. Bien, merci beaucoup. On va pouvoir attaquer ce webinaire de rentrée sur la fermeture de vie du combustible nucléaire. Et donc, sans tarder, si vous êtes prêts, on peut commencer. Et donc, je voudrais d'abord vous interroger sur votre vision de long terme et ce qu'on appelle communément la planification stratégique. Quels enseignements vous tirez de l'histoire du programme nucléaire français et en particulier d'événements qu'on a pu voir dans ces dernières décennies, de l'arrêt de Superphénix, du projet Astrid, et aujourd'hui, comment ces décisions ont impacté, on va dire déjà, les choix sur une filière à long terme, et aujourd'hui, quels enseignements en tirer pour guider cette relance de la filière? Alors, vous commencez par une question polémique, les arrêts de Superphénix et l'arrêt du projet Astrid. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je pense que les auditeurs de PNC connaissent en gros le sujet, en gros l'histoire. Et puis aussi, il ne faut pas non plus trop pleurer sur le lait renversé. Ce qui a été fait. Mais c'est intéressant de savoir quand même effectivement qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire si on avait poursuivi ces choses-là. Tout d'abord, je voudrais rappeler que depuis le début de l'histoire du nucléaire, en France comme dans d'autres pays, on sait qu'un jour ou l'autre, le nucléaire, quand il n'y aura plus d'uranium naturel, devra soit s'arrêter, soit s'adapter en passant au réacteur à neutrons rapides lorsque l'uranium viendra à manquer. Et cette pénurie d'uranium naturel, qui arrive pas du tout aujourd'hui, mais qui pourrait arriver un jour, elle pourrait avoir deux origines, soit une origine, je dirais, économique, ou disons géologique, la limite de l'uranium naturel présent dans la planète, mais surtout, c'est surtout ce risque-là qu'on regarde aujourd'hui, une origine géopolitique, c'est-à-dire si on a une mauvaise volonté des pays qui disposent d'uranium naturel dans leur sol, de nous en vendre. Et c'est ce scénario-là contre lequel on cherche à se prémunir et sur lequel on réfléchit. Donc, les réacteurs à neutrons rapides, le premier réacteur de l'histoire, EBR2 électrogène, le premier réacteur électrogène de l'histoire, EBR2 en 65, c'était un réacteur à neutrons rapides, et vraisemblablement le dernier réacteur nucléaire de l'histoire sera aussi un réacteur à neutrons rapides lorsqu'on ne disposera plus d'uranium naturel en quantité suffisante. Donc il y a donc une transition à préparer sur un temps très long pour passer des réacteurs à eau pressurisée qu'on a aujourd'hui à des réacteurs à neutrons rapides. Et donc, pour cette transition, on a besoin de trois conditions, en fait. On a besoin d'avoir une technologie mature de réacteurs à neutrons rapides et du cycle associé. On a besoin d'être compétitif économiquement par rapport aux réacteurs à eau pressurisée compte tenu des disponibilités de matière. Et on a besoin aussi d'avoir assez de plutonium pour démarrer ces réacteurs. Peut-être on rentrera un peu plus dans les détails par la suite. Et le problème d'avoir arrêté Superphénix ou d'avoir arrêté le projet Astrid n'a pas vraiment eu de conséquences sur les deux dernières conditions, c'est-à-dire la quantité de plutonium
et l'aspect compétitivité économique, puisque le plutonium, il continue à être fabriqué dans les REP. Alors, on l'utilise ou on l'utilise pas, ça c'est d'autres questions, mais on n'a pas arrêté de générer du plutonium parce qu'on a arrêté Superphénix. C'est pas la surgénération de Superphénix qui faisait beaucoup la différence. Et aujourd'hui, sur le plan économique, les REP, les réacteurs à eau pressurisée, avec le prix de l'uranium naturel actuellement, restent toujours très compétitifs. Donc, c'est pas les deux dernières conditions, la condition économique et la condition sur la disponibilité de plutonium, qui ont affecté l'histoire. En revanche, le fait d'avoir une technologie mature, c'est sûr que d'interrompre les projets Superphénix et Astrid ont diminué, malheureusement, l'avance historique française dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu doublé par la Chine et par la Russie. Hein, et on a interrompu, en interrompant Superphénix et en poursuivant pas dans le projet Astrid, on a interrompu des savoir-faire, on a interrompu une supply chain. On a interrompu la prise de données expérimentale aussi, qui aurait apporté beaucoup de choses pour répondre aux autorités de sûreté. On a interrompu, ou disons ralenti, les travaux sur le cycle du combustible, et on a interrompu le travail d'optimisation des coûts. Donc tout ça fait qu'on a freiné notre manière d'avancer vers cette transition vers les réacteurs à neutrons rapides. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 4 réacteurs à neutrons rapides qui fonctionnent, qui sont électrogènes. Hein. Je ne parle pas des réacteurs de recherche, mais des réacteurs, on a 2 en Russie, hein, le BN600 et le BN800, on en a un en Chine, on en a même 2 en Chine, un de 600 mégawatts dans la province de Fujian, et puis on a un Indien qui est en préparation, mais aujourd'hui on n'a pas effectivement de réacteur neutrons rapide en France, donc on a interrompu tout ça, et on s'est fait du coup doubler. Alors malgré ce constat, je pense qu'on a quand même en France des cerveaux, des retours d'expérience, ce qu'on appelle le trésor Phénix, tout un tas de données qui ont été prises. On a aussi le savoir-faire d'Orano sur le cycle de combustible qui, pour le coup, est de tout premier niveau mondial, et ça nous laisse dans une disposition très favorable pour jouer un rôle majeur dans ce domaine. Merci beaucoup. Déjà, pour réagir aussi sur une première partie, vous dites que vous intégrez des scénarios de rupture, on va dire, géopolitique, de fragmentation de chaînes de valeur, mais également, est-ce qu'il y aurait des scénarios un petit peu plus économiques, un peu sur le problème des prix des matières premières, de stop and go sur le marché que vous anticipez dans les scénarios sur lesquels vous pouvez travailler à ce sujet-là? De l'uranium naturel, il y en a quand même aujourd'hui, hein, à l'heure où on se parle. Donc, il ne faut pas non plus faire paniquer les gens et penser qu'oulala, il y a un sujet sur l'uranium naturel. Et donc, je dirais, tant qu'on a des relations entre États qui sont suffisamment favorables, même si la géopolitique se durcit aujourd'hui, mais on a de l'uranium naturel, heureusement d'ailleurs, parce que quand même, le parc électronucléaire est une part importante de notre mix électrique. Donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut anticiper, c'est le risque à long terme d'un durcissement géopolitique dans lequel la Chine, la Russie, les États-Unis préempteraient les États qui sont sous leur aire d'influence et dans lequel on se retrouverait en difficulté. Parce que j'imagine qu'on connaît une bonne partie des gisements, de toute façon. Ah oui, enfin oui. Là, alors on ne dit pas qu'on connaît tout, mais quand même, il y a une bonne carte des pays producteurs d'uranium naturel. Il en reste même un peu en France, mais pas énormément, pas suffisamment pour nourrir le parc pendant de nombreuses années. Il y avait, sur l'extension de la question, c'était aussi sur le problème, parfois, le délai de la mise en prod qui pouvait, selon vous ou non, présenter un risque ou pas spécialement. Le délai de la mise en prod. Exactement. Entre le RNR non, le délai de la prod entre des gisements connus et le temps, vous savez, temps pour... Il faut 10 ans pour ouvrir une mine au moins. Un peu plus. Oui. Et les chiffres de l'AIE, c'est entre 14 et 16 ans de mémoire. Oui, c'est ça, au moins, voilà. Oui, mais enfin ça, EDF et Orano savent très bien tout ça et se préparent. D'ailleurs, EDF et Orano n'ont pas tout à fait les mêmes fournisseurs. Hein. EDF diversifie ses ressources. Orano aussi diversifie ses ressources et de façon à être résilient. Et bien sûr, prend en compte, connaît très bien la date à laquelle des différents gisements vont s'éteindre parce qu'on a épuisé la matière et donc anticipe tout ça en permanence pour prévoir d'acheter des nouvelles mines, d'investiguer de nouveaux gisements. D'accord. Merci beaucoup pour ces réponses. Maintenant, je voudrais avoir votre avis sur les choix industriels qu'il faudrait mettre en place, on va dire, dans la décennie à venir pour rendre crédible la perspective à l'horizon 2040 d'avoir un démonstrateur pour les RNR. Alors, en fait, quand vous parlez d'un démonstrateur, d'ailleurs, vous parlez surtout d'un réacteur. Oui. Et il faut insister sur le fait que la fermeture du cycle
c'est aussi les usines du cycle. Il y a plusieurs éléments. D'ailleurs, quand on dit fermeture du cycle, on ne parle pas de réacteur, on parle du cycle. Donc, effectivement, il faut quand même un réacteur. Donc, pour les différents éléments, il faut effectivement... Je dirais pour au moins arriver à l'effet de série, si on devait mettre une temporalité à peu près. Alors, il faut démontrer que... C'est quoi faire la fermeture du cycle? C'est-à-dire ne plus avoir besoin du tout d'uranium naturel. Ça veut dire effectivement disposer, et je ne les hiérarchise pas, il faut disposer d'un réacteur à neutrons rapides qui donc se nourrit d'uranium appauvri et de plutonium. L'uranium appauvri recréant en permanence le plutonium qui est consommé dans le réacteur. Et ça, c'est le premier élément. Il faut un réacteur capable de faire ça. On en a déjà fait dans le passé, avec Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, mais qui ont été faits à des époques passées qui seraient plus possibles aujourd'hui, notamment compte tenu des règles de sûreté. Il faut aussi des usines du cycle capables de gérer ces combustibles, d'abord capables de fabriquer le MOX, le mélange entre cet uranium appauvri et ce plutonium, capable ensuite de retraiter les combustibles usés pour fermer le cycle. Justement, il y a donc un recyclage et un retraitement. Ça, c'est un vrai sujet. Et je dirais que le sujet réacteur et le sujet cycle ne sont pas des sujets juxtaposés. Ce sont des sujets qui sont liés, puisque, par exemple, si vous arrivez à concevoir un réacteur qui aura un contenu en plutonium plus faible, ça, c'est des dessins qui sont à faire par les concepteurs de réacteurs, bah, vous aurez peut-être des usines du cycle, sans doute d'ailleurs, plus faciles à réaliser. Donc, il y a un optimum à trouver entre les usines du cycle et les réacteurs. En plus de ça, je dirais qu'il faut aussi discuter des bonnes règles de sûreté, avec une autorité de sûreté qui se penche sur le sujet, puisque finalement, ce sont des réacteurs nouveaux. Alors, j'ai dit, on a fait Rhapsody, Phoenix, Super Phoenix, mais nouveaux dans, je dirais, le paysage de la sûreté contemporain, puisque les règles de sûreté ont changé avec Tchernobyl et Fukushima, mais il n'y a pas de réacteurs à neutrons rapides qui ont été construits depuis. Donc, les règles de sûreté sont affinées pour cette application-là, et ça, c'est aussi un sujet, je pense, qui est important. Il faut embarquer l'autorité de sûreté avec nous, je pense, dans ce projet. C'est un projet vraiment global. Il faut aussi envisager que on peut fermer le cycle avec un parc mixte composé d'une part d'une partie de réacteurs à eau pressurisée et d'une partie de RNR, avec les réacteurs à eau pressurisée dont on sort le plutonium qui va aller dans les réacteurs à neutrons rapides, et les réacteurs à neutrons rapides dont on récupère le plutonium qui est de meilleure qualité à la sortie pour aller dans les réacteurs à eau pressurisée. Donc il y a donc, en plus du réacteur, des usines du cycle et de la sûreté, il y a donc une optimisation globale du parc à considérer. On peut avoir, il y a des modèles, le CEA calcule des modèles, ou EDF aussi, il peut y avoir un parc mixte, donc il faut aussi gérer ça à l'échelle globale. Et puis évidemment, il faut mettre au point des scénarios de transition, parce qu'on part aujourd'hui d'un parc de réacteurs à eau pressurisée et on va vers autre chose, mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, donc il y a tout un sujet cinétique dans le temps pour aller de l'un à l'autre. Donc vous voyez, ça fait un ensemble de choix industriels qu'il faut faire et qui concernent tous les acteurs, en fait, de ce qu'on appelle parfois l'équipe de France du nucléaire, hein, donc EDF, Framatome, Orano, le CEA, l'autorité de sûreté. Tous ces gens-là doivent travailler de concert pour mettre tous les éléments en place. Et donc, comment piloter à un niveau, si j'oserais dire que vous connaissez bien, à un niveau interministériel, l'ensemble de ces acteurs industriels qui sont dans une filière, mais parfois dans d'autres filières également? Alors, là, il faut arriver et ça c'est le président de la République au Conseil de politique nucléaire qui donne l'impulsion. Il faut arriver à faire entendre à tout le monde que, d'abord, il faut convaincre que c'est bien ça qu'il faut faire, et puis il faut mettre tout le monde autour de la table. Et là, c'est le travail d'un certain nombre d'acteurs, j'en fais partie, la DGEC aussi en fait partie, de mettre les acteurs autour de la table pour travailler ensemble et construire ce projet global, cette œuvre commune, on l'appelle souvent œuvre commune, qui fait référence au programme militaire, mais parce qu'il y a un peu de ça aussi, puisque c'est un sujet de souveraineté, puisqu'on parle de se passer d'uranium naturel, donc c'est un sujet
sécurisation des matières et de souveraineté en énergie, en électricité. Voilà, il faut mettre tous les acteurs autour de la table. Et je trouve, en ce moment, ça se passe plutôt bien par rapport au passé où on a peut-être eu des disputes parfois entre les différents acteurs de la famille du nucléaire. Aujourd'hui, on a une situation où les grands donneurs d'ordre sont vraiment positifs et travaillent ensemble pour ce programme de travail. Comme vous le savez, le président de la République, au dernier Conseil de politique nucléaire, le 17 mars, a demandé à ces grands donneurs d'ordre et à moi de travailler ensemble pour démontrer, mettre sur la table un programme de travail pour aller vers la fermeture du cycle. Et pour l'instant, tout le monde travaille. Alors, il y a une dynamique. Maintenant, comment on l'entretient à l'approche d'une élection présidentielle, etc. C'est-à-dire des décisions politiques qui se contractent de plus en plus, qui deviennent à court terme. Comment articuler une vision comme ça, qui va prendre plusieurs décennies, avec je dirais, une vie politique qui se contracte de plus en plus et qui devient court-termiste? Oui, elle se contracte de plus en plus. Puis de toute façon, les décisions politiques vraiment effectives, c'est toujours des décisions de court terme. Vous pouvez, ne serait-ce que le budget, par exemple, on parle beaucoup du budget en ce moment. Vous prenez un budget cette année, vous ne prendrez pas le même l'année prochaine. Et donc, des décisions de trop long terme, elles peuvent être remises en cause. Il y a des élections, c'est la politique, c'est la démocratie, c'est normal. Et en même temps, effectivement, comme vous dites, l'histoire du nucléaire, c'est une histoire du temps long. Et donc, il faut progresser sur ce temps-là. En fait, donc il faut prendre des bonnes décisions de court terme en les inscrivant dans un scénario qui est construit ensemble avec des acteurs qui pensent à long terme. Il faut penser à long terme et agir à court terme. Mais c'est pas le seul domaine dans lequel finalement on n'a pas tant de visibilité, parce que l'un des problèmes aussi de la fermeture du cycle, c'est qu'on ne sait pas exactement quand. Les prix de l'uranium, la disponibilité des technologies, tout ce dont je parlais avant, tout ça sera prêt. Quand est-ce que ce sera le bon moment? On ne le sait pas exactement. Mais il y a des tas de domaines où on manque de visibilité, mais on prend quand même des décisions de court terme. Je crois que c'est important de pouvoir mener les deux. Il y a des inconnus à long terme, par exemple la concurrence du gaz. Par exemple, si on prend sur l'avenir du nucléaire, la concurrence du gaz, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe va conserver une vraie volonté de décarboner, ou est-ce que dans 10, 15 ans, il ne va pas y avoir une fatigue vis-à-vis du réchauffement climatique qui fait que petit à petit, les États vont renoncer à la décarbonation? Voilà, c'est des inconnus qui existent, et donc il faut faire avec. Donc, il y a des inconnus dans le long terme. On construit quand même une trajectoire dans une optique de souveraineté et de dérisquage, et puis on regarde les conditions initiales dans cette trajectoire, et ça, on le porte au politique qui, lui, effectivement, est légitime pour prendre des décisions de court terme, inscrites dans une vision. Est-ce que je voudrais maintenant vous faire réagir sur un rapport précis, c'est partagez-vous l'analyse de l'Académie des technologies qui appelle à bâtir cette filière nucléaire durable qui repose notamment sur le RNR et le recyclage? Alors, il y a eu beaucoup l'Académie des technologies, mais il y a eu d'autres voix. Oui, je pense au rapport Berger-Armand, puis d'autres, enfin, mes prédécesseurs aussi qui se sont exprimés. Il y a beaucoup de gens qui, effectivement, pensent que c'est le moment, effectivement, mais d'ailleurs, c'est la décision du président de la République au 17 mars, donc, et je pense avoir œuvré aussi et contribué à mettre cette idée-là aujourd'hui sur la table. Je pense qu'il est nécessaire, effectivement, pour des raisons de préparation de la souveraineté, de relancer un programme de fermeture du cycle avec des réacteurs de 4e génération. J'aime bien l'expression nucléaire durable. Je crois qu'elle est de Pierre Kerboul, je ne sais pas si elle nous écoute, mais je pense que oui. Elle est là, donc je la salue. J'aime bien l'expression nucléaire durable, et effectivement, je pense que il faut vraiment se mettre à travailler là-dessus, à retravailler là-dessus aujourd'hui. À vrai dire, quand on parle de l'expression nucléaire durable, on peut même se poser la question, est-ce qu'on pourrait même pas dire nucléaire renouvelable? Alors, je rajouterais même la terminologie de compétitive dedans. Alors, après tout, pourquoi peut-être l'expression nucléaire durable a été choisie et pas nucléaire renouvelable? C'est parce que quand on aura cassé tous les atomes d'uranium en deux, il y aura quand même plus rien. Et donc, la réserve d'uranium naturel, elle est quand même finie. Mais en réalité, aujourd'hui, on a 330 000 tonnes. En 2030, on aura 400 000 tonnes.
d'uranium appauvri. On a des réserves gigantesques d'uranium appauvri, tellement gigantesques qu'on peut, quand on regarde la production d'électricité par des réacteurs à neutrons rapides, on peut produire de l'électricité pour la France pendant des millénaires ou pour l'Europe pendant des siècles. Donc, c'est quand même quasi infini. À l'inverse, le Soleil, il est aussi fini. Quand il n'y aura plus de réaction de fusion nucléaire dans le Soleil, il n'y aura plus rien. Et donc, c'est pas non plus infini. Mais c'est quasi infini à l'échelle humaine. Et donc, quelque part, tout ça me paraît assez proche en termes de temps par rapport à l'échelle humaine de disponibilité. Donc, je pense qu'on pourrait même oser l'expression nucléaire renouvelable aujourd'hui, désormais. Et aujourd'hui, selon vous, pour vous faire rebondir là-dessus, pour atteindre cette filière nucléaire durable, dans les principaux verrous que vous identifiez, on en a balayé quelques-uns, mais qu'ils soient scientifiques, techniques, industriels, quels sont pour vous ceux qu'il faudrait prioriser pour atteindre ce cycle fermé à grande échelle en France, et surtout si vous avez un horizon temporel qui serait réaliste pour, qui pourrait permettre de devenir opérationnel? Je vous ai dit tout à l'heure que je voulais pas prioriser parce que c'est dangereux. Les opérations du cycle du combustible sont complètement fondamentales. Apprendre à traiter à l'échelle industrielle ce qu'on a fait à l'échelle d'un réacteur quand on a retraité le combustible de Phénix. On a retraité 4,4 tonnes de plutonium et 12 tonnes de combustible en tout dans Phénix. On a fait plusieurs fois la fermeture du cycle historiquement dans Phénix, mais on l'a fait à l'échelle d'un seul réacteur, parce qu'il n'y en avait qu'un. Et donc, apprendre à le faire à l'échelle industrielle, c'est pas facile, en fait, hein. Donc, ça, c'est important. Comme je le disais, les technologies réacteurs sont encore à optimiser. C'est sans aucun doute pas tout à fait les architectures Phénix et Super Phénix qu'il faut reproduire. Alors, même Super Phénix a été conçu avant Tchernobyl, pour donner juste un ordre de grandeur, un ordre d'idée de ce qui doit changer. La sûreté aussi, c'est un sujet sur lequel il faut travailler. Donc, c'est un sujet équipe de France avec exploitants, chaudiéristes, spécialistes du cycle, organismes de recherche. Hein, vous avez vu à qui je pense, hein, donc EDF, Framatome, Orano, le CEA et l'autorité de sûreté. Donc, c'est pour ça que je parlais d'œuvres communes tout à l'heure. Alors, horizon réaliste, c'est ce que j'ai proposé au CPN. D'abord, c'est l'horizon réaliste à laquelle on serait capable de déployer un parc de RNR. C'est une chose. L'horizon auquel on déploiera réellement un parc de RNR, ça dépend encore du prix de l'uranium naturel à ce moment-là et de la maturité technologique. Pour faire un réacteur, un atelier de fabrication de combustible, un atelier de retraitement de façon significative qui ressemble à une usine industrielle. On peut compter peut-être 15 bonnes années, 15-20 ans, bonnes années, oui, compter 20 ans. Et à partir de là, on aura un premier réacteur qui aura fermé le cycle avec les usines du cycle. On verra sa compétitivité économique et on verra où on en est de l'uranium naturel. On ne sait pas, donc on se retrouvera vers 2045-2050. Et à partir de là, on verra. On ne peut pas savoir aujourd'hui si les conditions seront réunies. Parce que de toute façon, ce qui intéresse les industriels ou un chef d'entreprise ou ce qui intéresse un banquier, c'est quand même le résultat à la fin de l'année. Donc si le RNR n'est pas compétitif par rapport au REP, il n'y aura pas de déploiement. Par contre, on aura travaillé, on aura conservé les compétences, on aura conservé une supply chain, on saura faire, on aura réappris et on aura confirmé ce qu'on sait faire sur les réacteurs à neutrons rapides et on sera prêt. Donc on sera prêt dans la deuxième partie de ce siècle, à partir de 2050, on sera prêt, s'il faut, à déployer un parc. Après, je peux pas vous dire aujourd'hui si en 2050 l'uranium coule à flot, qu'on est copains avec les Russes, les Chinois, les Américains, que tout va bien, on dira peut-être c'est bien, on sait fermer le cycle, on s'est assuré de ça, mais on va attendre un peu parce que pour l'instant, c'est pas compétitif par rapport au parc dont on dispose. Mais il y a un alignement des planètes qui finira par arriver de toute façon, ce que vous dites. Un jour ou l'autre, alignement des planètes. La crise géopolitique, c'est pas forcément quelque chose qu'on souhaite. Hein. Donc, je sais pas s'il faut appeler ça un alignement des planètes. C'est plutôt un désalignement, en l'occurrence, des planètes, qui créerait un problème fondamental. Donc, c'est pas forcément ce qu'on souhaite. Mais là, franchement, c'est trop difficile de prévoir en 2050 quel sera l'état du monde et l'état de la disponibilité en approvisionnement d'uranium naturel. Je reviens désormais à,
l'ancrage de l'ensemble de ces décisions sur une vision long terme et leur ancrage administrativo-juridique, on va dire, dès aujourd'hui pour anticiper l'ensemble de ces trajectoires, notamment pour les filières. En termes de politique publique, pour vous, faudrait-il une nouvelle loi de programmation pour ancrer cela à long terme, un décret pour planifier cela? Quels seraient pour vous les meilleurs instruments pour déployer cela, si on devait les ancrer dans le marbre, un petit peu sous la forme, si on prend un peu l'exemple d'une loi de programmation ou de la PPE? Je suis pas sûr que ça soit une question d'instrument administratif avant tout. Je crois que c'est une question de conviction, en fait. C'est une question de conviction. Mais tout à l'heure, je parlais d'œuvres communes. Bon, on sait faire des choses de très long terme. Quand on construit un porte-avions, on y pense et on le décide bien avant qu'il soit mis à la mer, parce que ça prend très très longtemps aussi. Hein. C'est un peu ce genre de choses. Et tout le programme militaire, depuis longtemps, est réglé comme une horloge. Il fonctionne bien. Pourquoi? Parce que les hautes autorités de l'État n'ont jamais douté sur la nécessité, pour la souveraineté de la France, de se doter d'un programme nucléaire militaire comprenant la propulsion nucléaire et des armes. Et ça tourne comme une horloge. Il y a un comité mixte. Quand il y a la conviction des hautes autorités de l'État qui est stable, si vous voulez, dans le domaine militaire, il y a un comité mixte qui s'occupe de la gestion de tout ça, qui tourne tous les mois depuis 1967 et qui n'a jamais raté une réunion. Vous voyez, donc, et on a des programmes budgétaires qui sont fléchés, sanctuarisés, et ça pose aucun problème. Donc en fait, c'est la question de la doctrine, c'est-à-dire la question de convaincre la France, la nation tout entière, de la nécessité de se doter d'une véritable autonomie énergétique. Autonomie énergétique au passage, enfin autonomie en électricité en tout cas, mais l'électricité est amenée à prendre de plus en plus de rôle dans le cadre de notre souhait de décarboner l'économie. Autonomie énergétique qui serait une première depuis un siècle, hein, depuis la lettre de Clémenceau en 1917 aux USA qui demande du pétrole finalement. Si on arrivait à avoir effectivement cette autonomie, ce serait un élément de souveraineté fondamentale pour la France. Et si la nation est convaincue de ça, dans une grande majorité, il y aura une stabilité politique et après les outils administratifs, on les trouvera. Ce sera pas difficile. Dans cette perspective de nucléaire durable, je voudrais revenir sur un autre point, c'est la place que vous accordez dans cette stratégie aux AMR et dans un second temps le soutien accordé à des startups qui peuvent être engagées dans le développement d'une autre technologie qui sont les SMR. Oui, alors et de leur compatibilité dans un sujet d'actualité qui est sensible. Alors bon, donc effectivement en 2022, quand le chef de l'État a relancé le nucléaire avec le discours de Belfort, il a aussi dans l'ensemble des choses qui sont mises en place, il a décidé de lancer un programme d'innovation financé par France 2030 qui a financé des startups. Et il y a eu un beau succès d'ailleurs de l'appel d'offres puisqu'il y a eu 11 startups qui ont été financées pour tenter des choses. Finalement, on a dit aux jeunes gens et moins jeunes d'ailleurs, il y a beaucoup de gens de toutes les générations. On a dit vous avez des idées super, montrez-nous de quoi vous êtes capable et puis on verra un peu au bout de 2-3 ans ce qu'il en sort et puis ensuite un peu plus tard ce qu'on est capable de faire avec vos idées, à partir de vos idées. Donc ça a été un grand moment d'ouverture, hein, open the box, d'ouverture, d'innovation. Et dans les 11 dont je parle, il y a peut-être 8 ou 9 combustibles différents. Donc on a essayé de tout. Hein. On a essayé des réacteurs à eau pressurisée qui conservent du combustible EDF, des choses très connues, en tout cas en ce qui concerne le combustible, avec des nouveaux usages. On a essayé des combustibles triso, on a essayé des sels fondus, des combustibles MOX RNR solides, et même des mélanges de deutérium-tritium pour faire de la fusion. Bon. Donc c'était intéressant, tout ça était très intéressant sur l'innovation que ça a permis, aussi sur les méthodes de travail, parce que les startups ont une agilité et ont démontré finalement des façons d'avancer qui sont un peu différentes des grands groupes, hein, pour des raisons de construction de management et de construction des ressources humaines. Et c'était aussi, c'est aussi, ces startups, une grande attractivité pour les jeunes. Ça c'est important parce que dans le nucléaire, on a besoin de ressources humaines, 100 000 emplois en 10 ans. Et en fait, il y a des jeunes qui aiment bien les startups, qui aiment bien cette ambiance. Moi, j'ai rencontré des jeunes dans les startups qui me disaient j'avais envie de sauver la planète en étant dans le nucléaire, mais j'avais pas envie d'aller dans un grand groupe. Je préférais aller dans une startup. Bon, donc ça, c'est le paysage général. Alors effectivement, pour reparler du nucléaire durable, parmi ces 11, il y en a 6 qui proposent des réacteurs à neutrons rapides. Alors, quand même, je voudrais
dire plusieurs choses. D'abord, elles peuvent pas fermer le cycle rigoureusement parce qu'elles ont beaucoup de peine à être isogénérateurs, encore plus sur générateurs. Tout simplement parce que quand on a un petit réacteur, on perd beaucoup de neutrons en surface. Et donc, du coup, si on perd des neutrons, c'est plus difficile d'être isogénérateur. Deuxièmement, le financement des startups par des entreprises privées, par des investisseurs privés, ça pose la question du temps de développement. C'est-à-dire que les investisseurs privés, ils investissent pas forcément pour leurs arrière-petits-enfants, ils veulent un ROI assez rapide. Et c'est vrai que ce qui est délicat pour ces startups, c'est qu'on est dans des technologies nouvelles, avec des matériaux nouveaux, avec éventuellement des caloporteurs nouveaux, avec des problèmes de... Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc là, il y a un enjeu, il y a un défi qui est quand même extrêmement difficile à relever pour ces startups. Et donc ça prendra du temps. Pour reparler du programme de fermeture du cycle, c'est difficile de faire reposer un programme de souveraineté. Là, j'ai beaucoup parlé de souveraineté, d'œuvres communes, sur des investisseurs privés qui plus est souvent étrangers. Donc, c'est sans doute pas le plan A, si vous voulez, le programme de fermeture du cycle, dans la mesure où c'est un programme de souveraineté décidé par le chef de l'État. Il peut reposer que sur des grands donneurs d'ordre de la filière dont l'État est le propriétaire, si on peut dire, et le donneur d'ordre en premier recours. Ça ne veut pas dire que les startups, ça sert à rien du tout. Hein. D'abord, on leur souhaite bonne chance à toutes. Et puis, elles peuvent amener des briques technologiques ou des éléments d'innovation qui pourraient être reprises dans le grand programme de la filière. Je pense par exemple à une startup qui propose une expérience d'irradiation intermédiaire qui coûte pas aussi cher que le déploiement de SMR, d'AMR. Et ça peut être intéressant s'ils arrivent à le faire. On leur souhaite aussi bonne chance. Ça peut être intéressant pour la filière. Une autre propose un cœur original avec un pourcentage de plutonium plus bas. Et donc, du coup, ça intrigue les gens d'Orano comme de Framatome parce que il s'agit si on a du pourcentage de plutonium plus bas, ça sera plus facile dans les usines du cycle. Comment est constitué le comité d'évaluation, justement? C'est rattaché à France 2030 et au SGPI qui coordonne ça? C'est le SGPI. Alors, donc, il y a eu une première phase où il y en avait 11. Hein. Et puis, il y a actuellement, et c'est en cours, donc là, on va pas en parler, enfin, on va pas dire ce qui se passe. Bien sûr, non, mais bien sûr. Précisément dans les discussions, mais... C'est juste pour donner, on va dire... On arrive vers la phase 2. L'explication du processus. Ce qui était écrit au début, c'est que en phase 2, l'idée, c'était d'en garder 3 ou 4. C'est normal, hein, c'est toujours comme ça avec les startups. Au départ, on en finance beaucoup pour voir, et puis avec des petits tickets. Puis après, au bout d'un moment, on regarde les 3-4 meilleurs, et puis on sélectionne, en fait. Hein. Et puis après, à la fin, peut-être, il en restera qu'un. Et ça, ce sera pour la phase 3, ce sera plus tard, on verra. Là, on est dans une phase, donc c'est le SGPI qui s'occupe de ça, qui a mis au point un processus, un dispositif, avec une task force qui comprend des experts techniques qui écoutent les startups, qui les auditionnent et qui leur demandent des dossiers. Et ensuite, ça monte au COMEX du SGPI pour décider quels seront les... Alors, il était prévu au départ qu'il y en ait 3 ou 4 en phase 2 qui soient retenus et financés par l'État, par divers modes de financement d'ailleurs possibles. Mais bon, on verra un peu ce que sort le SGPI à la fin de l'année, peut-être au début de l'année prochaine. D'accord. Je vous fais rebondir sur un levier que vous avez évoqué rapidement, c'est le levier pour actionner, attirer, former une nouvelle génération de scientifiques, d'ingénieurs, de techniciens, notamment des soudeurs dans le nucléaire français. Oui. Là-dessus, moi, je crois que le grand... Alors, c'est un sujet qui est un sujet vaste, hein, quand même, sur lequel je ne sais pas où on en est au niveau du temps, là. Je ne sais pas combien de temps on a... Oh non, on a encore pas mal de temps. On a du temps. Si vous voulez, je pense que il y a le sujet du nucléaire, le mot d'ordre, c'est quand même qu'on sauve la planète. C'est le sujet. Le vrai concurrent du nucléaire, c'est le gaz. Il faut le répéter et le répéter, parce que il y a la musique médiatique et même politique, hein, parce que il y a eu une radicalisation qui a des causes historiques, en fait, hein, entre les ENR et le nucléaire, comme si les ENR étaient opposés au nucléaire. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il y avait des formations politiques historiques qui étaient anti-nucléaires et pro-ENR. Mais ces formations politiques, notamment écologiques, ont été un peu troublées par le fait qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, le problème numéro 1, c'était peut-être les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, du coup,
il fallait peut-être considérer le nucléaire avec plus d'attention, évidemment. Donc, pourquoi je dis que le vrai concurrent du nucléaire, c'est le gaz? Parce que tout simplement, la nuit, il n'y a pas de soleil. L'hiver, le soleil est très bas. On a des anticyclones sans vent pendant une semaine, 10 jours. Et donc, dans ces moments où il fait froid, à nos latitudes, on se chauffe. On a aussi une industrie qui a besoin d'électricité à tout moment. Et donc, on a besoin d'une source sûre d'électricité dans tous les pays d'Europe occidentale et dans beaucoup de pays dans le monde. Et donc, cette source sûre, ça peut pas être le solaire et l'éolien, même si le solaire et l'éolien donnent une partie d'électricité, donnent une part d'électricité quand il y a du vent et du soleil. Mais pour avoir une source sûre et permanente, alors on a l'hydroélectricité qui est très bien, mais on a les rivières qu'on a. L'hydroélectricité fait ce qu'elle peut. Et une fois qu'on a passé ce potentiel d'hydroélectricité, il faut autre chose. Et cette autre chose, c'est le nucléaire ou le gaz. Ou le charbon, mais tout le monde est d'accord pour dire que le gaz est mieux que le charbon. Pour des raisons de santé publique et pour des raisons les pays sont déjà d'ailleurs en train de transitionner du gaz au charbon. Donc c'est le nucléaire ou le gaz. Enfin, pardon, du charbon au gaz, pardon. Le charbon au gaz. Oui. Donc c'est le nucléaire ou le gaz. C'est ça le vrai débat. Le vrai débat, il est là. Et les Allemands ont choisi le gaz, et nous, on a choisi le nucléaire. Là aussi, pour des raisons historiques. Quand à l'époque où on a choisi le nucléaire, on l'a pas choisi pour des raisons de réchauffement climatique, parce qu'on se souciait pas de ce sujet-là à cette époque-là. Et puis, mais quand on a observé au tournant des années 2000, et puis plus tard encore renforcer notre conviction qu'il fallait lutter contre le réchauffement climatique, on s'est dit que c'était une aubaine d'avoir le nucléaire en France. Donc le motto, je dirais le mot d'ordre, ce qui doit convaincre les jeunes d'aller dans le nucléaire, c'est en m'engageant dans le nucléaire, je contribue à sauver la planète. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure des jeunes que j'ai rencontrés dans les startups, mais en fait les employés du nucléaire en sont très conscients et c'est pour ça qu'ils viennent. Après, je pense qu'il y a un sujet plus vaste. Il y a un sujet plus vaste, c'est de venir dans l'industrie en France. Et ça, c'est des sujets plus complexes, où en France, c'est vrai qu'on a, à mon sens, pas assez le goût pour l'industrie et pour l'agriculture aussi, d'ailleurs, qui sont les deux grands sujets, pour le coup, de souveraineté. Là, récemment, je me suis rendu à Osaka et je suis passé à l'exposition universelle. Je suis passé dans le pavillon France. Donc c'est intéressant, parce que ça donne un peu l'image que la France donne au monde. Oui. Et dans le pavillon France, c'était LVMH, Dior, Hermès. Beaucoup d'entreprises du luxe, de la culture et de l'art de vie. Une sculpture de Notre-Dame, mais il n'y avait rien sur l'industrie. Il y avait une petite salle sur le vin d'Alsace. Tant mieux pour l'agriculture. Mais à l'intérieur de l'agriculture, même si la filière des vins et spiritueux est celle qui rapporte le plus dans la balance commerciale, c'est pas la plus souveraine, je dirais, en termes de s'il y a un pépin, de quoi on a besoin, si vous voulez. Bon, on a quand même. Alors, on peut avoir besoin de picoler un peu pour se remonter. Parce que ça va mal, justement. Voilà, ça va mal. Mais quand même, voilà, les filières céréalières, les filières maraîchères, les filières bovines ou. Mais je pense que vous allez me parler du pavillon sur l'électricité, qui était pas très loin du pavillon français. Oui. Alors bon, donc du coup, je trouve que la France a une image. Et ça vient de nous, ça vient de nous à l'intérieur, où on valorise pas assez les sujets de souveraineté comme l'industrie et l'agriculture. Qui sont plus valorisés du côté asiatique, je pense notamment au grand pavillon sur l'électricité et la décarbonation qui avait lieu à Osaka, justement. Voilà, absolument. Je vous bascule sur un sujet, c'est votre vision et comment voyez-vous aujourd'hui, comment peut-on valoriser justement ce stock stratégique d'uranium appauvri que nous avons en France et quel statut juridique il a actuellement. Et j'ai cru comprendre en plus qu'il y a aujourd'hui des projets de loi qui se discutent du côté du Sénat sur cette requalification. Je voudrais vous décortiquer, expliquer un peu cette problématique. Oui, alors je me suis pas mal exprimé là-dessus pour que certaines matières nucléaires soient définitivement considérées comme des matières et jamais comme des déchets. Au premier ordre, je dirais tous les atomes qui n'ont pas été cassés en deux. En fait, tout atome qui n'a pas été cassé en deux, il contient de l'énergie qui est récupérable et donc il devrait être considéré comme une matière stratégique. Après, c'est un peu plus subtil. Si on rentre dans les détails, tous les actinides mineurs sont peut-être pas à garder. Mais je dirais que globalement, l'uranium appauvri, comme l'uranium de retraitement d'ailleurs, comme les MOX usés, sont des matières parce qu'on pourra, soit on peut les récupérer aujourd'hui, soit on pourra les utiliser. Donc effectivement, il y a en cours dans la loi, dans la PPL Grémillet,
Il y a un article qui aborde ces sujets-là. Je pense que ça, c'est extrêmement important, et pas seulement pour les réacteurs à neutrons rapides et pour le grand futur de la fermeture du cycle. L'uranium appauvri, l'URT, ce sont des matières qu'on utilisera si l'uranium naturel vient à manquer ou vient à être extrêmement cher, avant même la fermeture du cycle et l'avènement des réacteurs à neutrons rapides. L'uranium appauvri peut être réenrichi. Et ça nous donne un certain nombre d'années de résilience de notre parc au cas où, d'un seul coup, imaginons, il y a une rupture brutale d'uranium naturel. L'URT aussi peut être réutilisé à condition d'avoir les usines correctement faites pour ça. Et donc toutes ces matières, c'est vraiment des stocks stratégiques parce que c'est là-dessus que repose la résilience de notre parc quand même. Donc effectivement, c'est très important que ces matières ne soient pas considérées comme des déchets, aucune d'entre elles. D'ailleurs, je ouvre une parenthèse. Si on utilise l'uranium appauvri, si on l'utilisait aujourd'hui pour le réenrichir, pour utiliser dans les réacteurs à eau pressurisée du parc aujourd'hui, à la fin, on a toujours autant d'uranium appauvri. Il est appauvri. Il est encore plus appauvri, mais on n'a pas du tout entamé le stock pour la fermeture du cycle de plus tard. Donc c'est une matière vraiment intéressante pour les deux points. Et quels effets ensuite sur ce degré de concentration qui baisse? Pour les réacteurs à neutrons rapides, aucun, puisque le réacteur à neutrons rapides fonctionne vraiment avec de l'uranium appauvri et du plutonium. Donc vous pouvez l'appauvrir à 0 et avoir du 238 pur et ça marche. Et donc tout le 235 qui reste un peu dans l'uranium appauvri, aujourd'hui, vous pouvez l'extraire et le réutiliser en le réenrichissant en cas de besoin. Donc ça, c'est quand même important d'avoir. Faut être certain qu'on a bien, en cas de durcissement géopolitique plus brutal que prévu, on a bien une résilience du parc qui est importante. Bien, merci Monsieur le Haut-Commissaire. Désormais, nous allons passer à la boîte à questions, qui sont les questions que vous nous avez posées. Première question, vous ne l'avez pas raté, ça a été évidemment le tube de l'été, ça a été la PPE 3. Est-ce que pour vous, la PPE 3, dans sa version actuelle, donne-t-elle suffisamment de vision et une vision claire au cycle du combustible? Alors, à vrai dire, je vais vous dire, bon, vous savez que la PPE 2 proposait de fermer 14 réacteurs. On n'a pas fermé 14 réacteurs. Je suis pas sûr que la PPE ait beaucoup d'importance dans l'histoire du nucléaire. C'est bien d'écrire les choses et de partager évidemment avec le public autant que l'on peut. Le travail sur les usines du cycle, il est de très long terme, il est commencé, il est lancé. Il consiste à construire des piscines pour refroidir des combustibles usés, construire une nouvelle usine de fabrication de MOX, construire une nouvelle usine de retraitement. Là, on parle d'horizon 2050-2060. Et vous voyez que la PPE, c'est pour les 5 ou 10 prochaines années. Donc, on n'est pas dans les mêmes échelles de temps. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet principal de la PPE, alors quand vous me dites dans sa version actuelle, vous m'avez dit dans sa version actuelle, je ne sais pas si quelqu'un connaît la version actuelle de la PPE, parce que... Et quelle version côté administration, côté... Il y a des discussions qui ont été longues et continues. Je crois que le sujet numéro 1 pour la PPE aujourd'hui, c'est que la demande en électricité progresse pas assez vite. Et c'est ça pour résumer le sujet. On a une demande qui progresse pas très vite, elle progresse même pas du tout en fait. En réalité, si on regarde les 2-3 dernières années, elle n'est pas amenée à progresser beaucoup dans les 5 prochaines années parce que les véhicules électriques se vendent beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait pu le prévoir, parce que l'hydrogène ne décolle pas beaucoup, l'hydrogène vert, et parce que l'industrie ne consomme pas davantage d'électricité pour partie en raison de la désindustrialisation d'ailleurs. Donc la demande n'est pas là. Et donc, en fait, la vraie priorité, selon moi, aujourd'hui, de la politique énergétique, parce qu'il faut électrifier pour, décarboner, et 2, pour diminuer les apports en fossiles et favoriser notre balance commerciale. Donc, il faut décarboner, il faudrait électrifier plus vite. Si on pouvait décarboner demain matin à 8h30, moi, je signe tout de suite, c'est formidable. Mais bon, ça se passe pas si simplement. Et ça demande d'emporter beaucoup de gens. Ça demande du temps. Donc, il faut favoriser la demande pour déporter les usages de fossiles à électrique, c'est-à-dire que les gens changent leur chaudière à gaz pour acheter des pompes à chaleur, changent leur voiture thermique pour acheter des voitures électriques. Et pour favoriser la demande, le seul sujet, le sujet d'ordre 0, qui est vraiment le plus important, c'est le signal prix. C'est le signal prix. Aussi bien auprès des industriels qu'auprès des consommateurs.
On l'a vu d'ailleurs quand il y a eu la crise des Et c'est pas une faiblesse, ça, selon vous, de se reposer uniquement sur des solutions de marché? Les gens, hein, vous savez, moi, c'est Patrick Pouyanné qui m'avait dit ça un jour. Il m'avait dit, en fait, dans l'énergie, il y a une seule règle, elle est très simple. Les gens veulent de l'énergie pas chère. C'était avant. Il m'a dit ça il y a longtemps. C'était avant que la décarbonation passe, je dirais, vraiment aux têtes de l'agenda politique. Mais à l'ordre zéro, les gens veulent de l'énergie pas chère. Et on l'a vu pendant la crise du gaz de 2021. Quand les prix de l'électricité ont augmenté beaucoup, qui ont ensuite été accentués par la crise de la conjoncture contrainte, où là, les prix de l'électricité ont encore plus augmenté. On le voit aujourd'hui dans la compétition industrielle. Les gens en zone rurale, notamment, qui habitent pas dans des appartements, mais qui ont des maisons, etc., qui, dès qu'on a des salaires en dessous du salaire médian, avoir une facture d'électricité de 300 euros par mois, c'est très insupportable. Et donc, en fait, les gens se sont mis à se chauffer à 13-14 degrés. C'est ça qui se passe dans le pays. Donc, le signal prix, il fait mal. Et donc, il fait mal. Et si on veut, à l'inverse, que les gens fassent la transition du fossile vers l'électrique, il faut baisser les prix. Et pour baisser les prix, il n'y a pas 36 solutions. Il faut baisser le TURP. Donc, moins investir au juste besoin. Il faut baisser l'accise sur l'électricité par rapport au gaz, qui est aujourd'hui très défavorable. Mais moi, je vous pose une autre question. Baisser le prix pour qui? Pour les entreprises industrielles, notamment pour les particuliers. Alors après, il y a plusieurs. Alors, il y a plein de. Oui. Tout cela est modulable, hein, bien évidemment. Pour tout le monde, mais tout ça est modulable. Les Allemands n'ont pas forcément la même politique que la France. Puis vous avez aussi les boulangers. Hein, au passage, il n'y a pas que les industriels qui. Voilà, pour le boulanger, le prix de l'électricité, c'est extrêmement important. Donc vous avez tout un tas de consommateurs de taille variable. Et là, c'est vraiment un choix politique. Donc là, je suis complètement en dehors de mes compétences parce que là, c'est une sensibilité politique. Il faut sentir entre les gilets jaunes, le risque gilet jaune, le risque boulanger, le risque de désindustrialisation qui fait des chômeurs. Enfin, il y a des choix à faire et là, moi, je suis pas plus compétent là. Je vais vous poser encore deux petites questions rapidement de cette boîte à questions. La France imagine-t-elle un combustible mix uranium enrichi plutonium comme le font les Russes avec le remix? Oui, alors les Russes ont regardé le remix, effectivement. Ils l'ont pas mis à échelle industrielle. Hein. C'est plus simple à fabriquer que le MOX parce qu'en fait, ça consiste à reprendre l'uranium de retraitement et le plutonium ensemble sans les séparer. Donc, c'est un peu plus simple à fabriquer que le MOX. Le problème, c'est que vous concentrez pas le plutonium dans certaines centrales puisque vous reprenez le 1% finalement partout. Et du coup, ça demande des capacités d'usine du cycle et des adaptations d'usine du cycle qu'on n'a pas en France. Hein. Puisqu'on n'a pas de plutonium à Romans et puis on traite 100 à 120 tonnes de combustible à Mélox. Donc aujourd'hui, c'est pas envisagé en France, mais ça l'est même pas en Russie. Ça a été essayé en Russie, mais c'est pas envisagé en France. Alors on a fait des choses en France dans le cadre des projets de multi-recyclage en REP et on a essayé différentes combinaisons, mais ça c'est pas la même chose que le remix en Russie. Hein. J'allais vous poser justement une question, vous allez plus vite que moi. La dernière question de cette boîte à questions, c'est le multi-recyclage du plutonium en REP est-il toujours à l'étude? Oui, alors ça, il y a plein d'arguments et là-dessus. Oui, il est toujours à l'étude, il est prévu pour démarrer dans les années 40. Je pense que on verra à ce moment-là ce qui se passe. Aujourd'hui, il est toujours dans le scénario de référence. Je sais qu'il y a certains de vos membres qui ont beaucoup de choses à commenter là-dessus, mais aujourd'hui, il est toujours à l'étude. Je dirais peut-être que de toute façon, c'est pas forcément une bonne idée de stocker trop tôt le plutonium, parce que le plutonium s'amérissit en vieillissant, et donc au fond, quand vous voulez l'utiliser, il faut le repasser dans les usines du cycle. Et donc on verra dans 15 ans. Pour l'instant, il y a des projets. C'est trop tôt pour vraiment dire s'il faut ou s'il faut pas faire ça. Bien, merci beaucoup, monsieur le haut-commissaire. Désormais, nous allons terminer et conclure par les questions du chat que vous nous allez poser. Donc, nous attendons vos questions. Alors, une première question. La Commission européenne a systématiquement freiné le développement du nucléaire en Europe. Désormais, elle envisage de participer au financement via la Banque européenne d'investissement sur de la R&D des SMR, notamment pour des entreprises américaines, de ce que j'ai cru comprendre. Au titre de l'accord États-Unis-Europe signé cet été, qu'en pensez-vous? Alors après, là aussi, c'est des sujets qui sont extrêmement vastes parce qu'en fait, ces accords, ils ont plein de volets.
certains pays s'ouvrent vers le nucléaire américain seulement parce qu'ils ont besoin des Américains pour autre chose. Donc il y a des deals, si vous voulez. Il y a des pays qui par exemple, ont besoin de la défense américaine, qui pensent, à tort ou à raison, que si, là, pour être simple, si la Russie envahit la Pologne, peut-être les Polonais pensent que les Américains vont les aider. Peut-être que c'est vrai d'ailleurs. Mais ça, c'est des choix politiques de ces pays-là. Donc après, il y a tout un tas de deals. Pour avoir la défense, il faut consommer. Voilà. Donc voilà. Donc il y a tout un tas de deals qui dépassent complètement le sujet du nucléaire tout seul. Hein. Une autre question. Dans l'ensemble des perspectives que vous avez évoquées, quelles alliances industrielles sur les RNR et scientifiques faudrait-il développer en France pour nouer des partenariats avec des partenaires industriels, notamment dans d'autres pays, peut-être côté asiatique? Avons-nous déjà des partenariats de signer? Alors, on a le Japon, qui notamment sur les RNR, puisqu'on a parlé beaucoup de la fermeture du cycle aujourd'hui, le Japon est un pays qui est un pays très favorable pour une collaboration avec la France. Pour différentes raisons. D'abord parce que pour les Japonais, les sujets de souveraineté, c'est pas des petits sujets. C'est important. C'est un pays insulaire qui a des gros voisins. Avec peu de ressources en matière première. Peu de ressources en matière première. Voilà. Et donc, ça leur parle, un sujet de souveraineté. Ensuite, c'est un pays qui a beaucoup de compétences scientifiques et technologiques. Pays de très haut niveau dans le nucléaire. Ils sont sur le point, même si ça fait déjà pas mal de temps, mais parce qu'ils ont eu quand même des années difficiles post-Fukushima, il faut quand même le voir, bien le comprendre. Mais ils sont sur le point de démarrer ou de redémarrer l'usine de Rokasho de traitement du combustible. Donc, ils font du traitement du combustible. Ils savent fabriquer du MOX. Ils vont redémarrer aussi le réacteur à neutrons rapides de Joyo. Donc, ils sont très favorables à tout ça. Il y a déjà des coopérations avec tout le monde, en fait. Hein. Avec Orano, beaucoup de business au Japon. Framatome a des belles collaborations sur les neutrons rapides et sur d'autres choses. Quand vous parlez de collaboration, c'est des collaborations scientifiques sous forme de MOU qui sont signées. Et partenariales et même des ventes. Hein. D'accord, oui. Croisées. Hein. Il y a des morceaux de PR qui sont faits au Japon, par exemple, aussi, hein, dans les deux sens. Hein. Le CEA a beaucoup de coopération avec le Japon. Il y a des accords qui existent, EDF aussi. Donc, tout ça c'est un pays vraiment intéressant, ouais, le Japon. Sur les réacteurs à neutrons rapides, c'est sans aucun doute le pays le plus intéressant aujourd'hui. Ah. Autre question, le grand public n'a aucune perception du potentiel du retraitement de ce qu'on appelle péjorativement les déchets nucléaires. Peut-on trouver selon vous un autre nom? Pourquoi cette ignorance et comment la combattre? Qu'en pensez-vous? Après, bon, je pense que le sujet des déchets, est-ce qu'il faut trouver un autre nom? Je ne sais pas. Je pense qu'il est maintenant relativement bien maîtrisé. On a en France, je ne suis pas sûr qu'il faille continuer d'ailleurs beaucoup à en parler. D'ailleurs, sur les réacteurs à neutrons rapides, l'argument, c'est celui que j'ai donné, c'est celui de la souveraineté, c'est celui de l'autonomie en combustible. Le fait que, en plus, il consomme un peu plus de matière, des matières un peu embêtantes, et qui diminue les déchets, je suis pas sûr qu'il faille en parler, parce que ça remet le focus sur les déchets, alors qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le problème, en fait. L'Andra a bien travaillé, on a un site Cigéo qui va accueillir les déchets. Les combustibles usés, on en enlève 96% quand même. Il reste 4% de produits de fission et d'actifs mineurs qui sont vitrifiés. C'est une technologie qui est absolument maîtrisée. Tout ça est mis dans des colis qui vont être stockés dans des souterrains géologiques qui ont des stabilités de centaines de millions d'années. Donc, tout ça est relativement bien maîtrisé. Donc, je suis pas sûr qu'il faille beaucoup en parler. Après, ça reste des déchets quand même. Donc, je sais pas s'il faut changer le mot. Ça reste des choses qu'on n'a pas envie de garder chez soi. Autre question, le thorium a-t-il selon vous un rôle à jouer dans un scénario RNR en France? Le problème du thorium, c'est qu'il faut tout changer. C'est un autre cycle, c'est d'autres réacteurs. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier l'importance de l'expérience des données. Aujourd'hui, quand on veut mettre sur la table une nouvelle technologie et convaincre l'autorité de sûreté qu'on a fait la bonne démonstration de sûreté, il y a énormément de choses à prouver, à montrer. Et donc, quand on change complètement de filière combustible comme ça, c'est un chemin qui est certes possible,
mais qui prendra tellement de temps, et on repart de zéro en quelque sorte, tellement de temps et tellement d'énergie que j'y crois pas beaucoup en fait. Ça me paraît pas vraiment réalisable en France. Autre question, vous avez évoqué le signal prix, qui était pour vous le principal facteur sur la consommation d'électricité. Que pensez-vous du marché européen de l'électricité actuelle? Vaste sujet. Ah oui, on va pas pouvoir le faire en 5 minutes. Non, on va pas le faire en 5 minutes, mais en fait... Quels seront vous les principaux défauts que vous pourrez pointer? Le problème de l'électricité, c'est qu'en fait, c'est pas un marché. Ça peut pas être un marché. Ça peut pas être un marché pour 2 raisons. D'abord, parce que c'est trop important. Et puis ensuite, parce que l'offre est égale à la demande en permanence, ce qui crée tout un tas d'effets secondaires qui ne correspondent pas à ceux d'un marché. Le fait que c'est trop important, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que quand on était petit, quand il y avait une panne d'électricité, on rigolait, on allumait les bougies, c'était sympa. Certes, il y avait des usines qui fermaient, mais après tout, quand il y a des grèves, les usines ferment aussi. Aujourd'hui, quand il y a une panne d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Vous ne pouvez plus appeler avec votre téléphone. Alors pendant 24 heures, vous avez encore de la batterie dans votre téléphone, mais vous ne pouvez plus appeler parce qu'il n'y a plus de relais. Vous ne pouvez plus faire fonctionner une caisse enregistreuse, vous ne pouvez plus retirer de l'argent, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus appeler vos parents, vos enfants. Donc on est dans une situation, un blackout, c'est quelque chose d'extrêmement grave en fait. D'ailleurs, quand il y a des lignes électriques qui flanchent, quand il y a une tempête ou des choses comme ça, les gens de RTE font tout ce qu'il faut, ou d'Enedis font tout ce qu'il faut pour rétablir très vite. Mais si ça doit durer plusieurs jours, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils déménagent. Enfin, ils vont pas déménager définitivement, mais ils vont dans la famille, ils vont chercher une autre solution parce qu'on peut pas rester on peut plus vivre aujourd'hui sans électricité parce que c'est plus seulement l'industrie et l'éclairage, c'est les services, c'est tous les services qui sont donc toute la vie en fait qui dépend de l'électricité. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que du coup, c'est pas possible. Et comment revenir sur l'électricité? Donc j'y viens. Quand on a, par exemple, l'Europe a dit, il faut qu'il y ait des concurrents à EDF, etc. On a créé la RED, on a fait tout un tas de gens, on a créé tout un tas d'entreprises concurrentes à EDF. C'est là qu'on vous appelle pour vous dire qu'on peut gagner 2 centimes sur le kilowattheure, etc. Et vous avez des tas de coups de fil dans la journée. Bon. Mais en réalité, il y avait une clause qui disait que si un des acteurs fait faillite, EDF récupère tous les clients. Vous voyez bien que c'est pas un marché. Enfin, quel est le marché? Dans un marché, il y a des gens qui font faillite. C'est la vraie vie du marché. C'est des acteurs qui disparaissent, il y en a d'autres qui. Là, c'était un faux marché parce que dès que ça va plus, on dit pousse, on arrête, on va trouver une modification pour pas que le marché soit déréglé. Mais il y a des tas d'exemples. Il n'y a pas que cet exemple des fournisseurs alternatifs. Prenez par exemple. Février 2022, quand la Creux dit les prix de l'électricité ils doivent augmenter de 80%, il y a plusieurs. Là on dit non mais attendez, à 5 mois des présidentielles, ne pensez pas, on ne va pas augmenter les prix de l'électricité de 80%. C'est trop sensible. Donc en fait, vous voyez bien que c'est pas un marché. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Donc bon, d'ailleurs on voit bien que les prix de l'électricité, alors là c'est aussi pour des sujets d'offre égale demande et de surproduction à certaines heures de la journée, mais ils sont complètement baroques. Par rapport à un marché qui serait un peu plus stable. Donc en fait, c'est pas un marché. Alors on joue à la marchande quand même. L'Europe aime bien le marché de l'électricité, l'idée d'un marché de l'électricité, parce que l'idée du marché, ça a fonctionné quand même bien dans d'autres domaines, dans le domaine des télécoms. Je parlais tout à l'heure de... Oui, qui est un peu le modèle de référence de la Commission européenne. Voilà, parce que dans le domaine des télécoms, c'est vrai que voilà, quand j'étais ado, quand on allait en Italie, avant de passer un coup de fil, on faisait attention parce que ça coûtait super cher. Aujourd'hui, on fait ça quand on va au Japon. Mais quand on va en Europe, les prix du téléphone, c'est extraordinaire. On paye pas le téléphone quasiment. Enfin, on paye un abonnement, mais on paye pas le téléphone. Ça a extraordinairement bien marché, ce marché, parce qu'il y avait de la concurrence entre les fournisseurs, les Free, Orange, etc., Bouygues, avec d'ailleurs au passage peut-être des sujets sociaux difficiles, hein. Mais voilà, ça a été un domaine où les prix ont effectivement beaucoup bénéficié de la concurrence. Dans le domaine de l'électricité, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Puis les temps sont extrêmement longs. Les fournisseurs alternatifs, en fait, ils ont pu fonctionner à un moment parce que, en fait, ils se couvraient pas à long terme, puisque de toute façon, s'il y avait un problème, ils disaient, nous, on arrête.
Et donc, effectivement, ça leur permettait d'avoir quelques centimes de moins qu'EDF, mais tout ça n'était pas raisonnable. On va prendre encore 1 à 2 questions, puis on va conclure. Une question sur, selon vous, peut-on atteindre le rythme industriel ou même se rapprocher d'un rythme industriel de déploiement de capacités énergétiques russe ou chinois? Où se situe selon vous le problème? Est-ce qu'un problème d'autorité de sûreté ou tout simplement de base industrielle du pays? Alors, les Chinois construisent vite, plus fort, mieux, mais c'est pas que dans le nucléaire. Bon. Alors là, il y a des tas de raisons. Il y a des tas de raisons. Il y a des raisons de mindset effectivement industriel. On parlait tout à l'heure d'attirer des jeunes vers l'industrie. Il y a des raisons aussi éventuellement de ressources humaines, de temps de travail, de salaire, qui sont aussi importantes. Travailler dans certaines conditions, bon, c'est difficile de lutter. Il y a aussi des raisons d'ingénierie, d'organisation, et puis il y a peut-être une part pour les règles de sûreté qui sont plus drastiques chez nous, et puis aussi différentes entre les différents pays. Le fait d'avoir fait un EPR en Finlande, un EPR en Angleterre, un autre en France, qui était tellement différent qu'à chaque fois on a fait un faux, en fait. Tout ça parce que les autorités de sûreté n'avaient pas les mêmes exigences. C'est quand même un peu bête, et évidemment ça nuit beaucoup à l'effet de série et à la compétitivité, alors que la Chine, en interne a un marché suffisamment vaste pour avoir un effet de série. Ils ne changent pas les règles de sûreté d'une région à l'autre. C'est ça l'Europe en fait, c'est que d'une région à l'autre on change les règles de sûreté. Ce qui est tout à fait baroque parce qu'en réalité tous les pays dont on parle, les pays d'Europe occidentale, ont tous les mêmes préoccupations. C'est protéger les gens et protéger l'environnement. À partir du moment où on a les mêmes buts, on devrait pouvoir avoir les mêmes règles. C'est un peu naïf ce que je dis, mais ça devrait être possible. Donc c'est vrai que ce serait bien qu'on ait une seule règle de sûreté européenne, par exemple, avec éventuellement plusieurs autorités de sûreté dans les pays, parce que c'est peut-être un sujet régalien quand même. Mais d'arriver à faire converger les règles européennes, ça permettrait certainement d'avoir des effets de série à une échelle plus large qu'à l'échelle d'un pays. Surtout qu'il y a des petits pays. La Finlande ne va pas faire des dizaines de PR. Donc voilà, ça serait. C'est vrai que ça part. Après, il y a beaucoup d'autres sujets parce que il n'y a pas que dans le domaine du nucléaire où les Chinois font plus vite, plus fort et mieux. Hein. Et une dernière question, on va pouvoir vous libérer, c'est la question, peut-on selon vous faire converger, au vu de l'ensemble des causes et raisons évoquées ce soir, peut-on faire converger le système allemand vers le nucléaire selon vous? Est-ce que le système tout simplement, est-ce que le mix énergétique allemand peut-il évoluer dans les récentes évolutions qu'on est en train d'observer? Peut-il évoluer un jour? Il peut évoluer, mais c'est un sujet politique, hein, c'est-à-dire que c'est pas un sujet. Les Allemands, c'est un grand pays scientifique et technologique qui a fait du nucléaire par le passé. Donc effectivement, il peut évoluer dès lors que leur conviction qu'il faut décarboner la planète l'emportera sur leur aversion pour le nucléaire. Mais là, on est vraiment dans le sujet politique pur, c'est pas un sujet scientifique et technique. Après, il leur faudra du temps pour reconstruire une supply chain, mais un grand pays comme l'Allemagne, nul doute qu'ils en sont capables. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur le Haut-Commissaire, pour avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous, encore une fois, pour cet échange, pour cette vision et pour l'ensemble des insights que vous avez pu partager avec nous, notamment en plus sur votre déplacement au Japon pendant l'été et sur l'exposition universelle. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents pour ce webinaire de rentrée. Je vous donne désormais rendez-vous avant de rendre l'antenne. Je vous donne rendez-vous le 5 novembre pour notre prochain webinaire qui sera avec le député européen Christophe Grudler, qui est député européen du groupe Renew et qui est notamment membre de la commission qui intègre l'industrie et l'énergie, la commission ITRE. Donc je vous donne rendez-vous le 5 novembre à 18 h. Bonne soirée.